Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne, c'est parti pour 52 minutes d'émission. Nous mettrons à l'honneur l'exposition Debout, issue de la collection d'art contemporain de l'homme d'affaires breton François Pinault. Une expo événement qui démarre dès demain dans le sublime écrin du couvent des Jacobins et elle y restera jusqu'au 9 septembre, c'est donc à Rennes. Le seul breton à y être exposé s'appelle Vincent Jiquel. L'artiste peintre nous racontera tout à l'heure l'extraordinaire histoire qui l'a amené à être sélectionné par la commissaire de l'exposition Debout, Caroline Bourgeois, qui nous fera l'honneur d'être également avec nous ce matin en plateau. Nous parlerons breton ensuite avec l'ami Maël Le Guenec et puis nous découvrirons à la suite la sélection de sorties culturelles du week-end dans l'agenda de Sabine Marimurg. Sans oublier le duplex de Sylvie Denis, comme chaque vendredi, elle nous fera découvrir le site incontournable de Saint-Malo, la piscine extérieure du Bon Secours, vidangée et remise en eau il y a quelques jours, juste avant la saison estivale. Il va falloir mettre le maillot, ma chère Catherine. On peut ou pas, en fonction de la météo? Alors oui, je suis heureuse de vous l'annoncer. Et pour cette occasion, en ce lendemain de fête de la musique, je vais vous faire en chantant. Ah voilà. Ouais. Alors, j'ai attrapé un coup de soleil. J'espère que pour vous c'est pareil. Ça va durer tout le week-end. Profitez-en, c'est super chouette. Il y aura du vent, mais pas méchant. J'espère que tout le monde est content. On est heureux et tout va bien. Il fera 19 à Rostronin. Waouh, magnifique. Ah non, on va s'arrêter là, c'est bien. À tout à l'heure, Catherine. On vous retrouvera bien entendu au milieu de cette émission. Allez, autant de bonnes raisons de rester avec nous. Vous le savez, hein, votre émission est diffusée en live sur la page Facebook de France 3 Bretagne, où l'on attend vos questions et vos réactions. Allez, c'est parti, on vous retrouve tout de suite, 9h50 le matin, Bretagne. C'est parti. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez attrapé des coups de soleil hier. En tout cas, nous, on a gardé le soleil avec nous sur ce plateau. Il y a du jaune partout. Bonjour Maël. Bonjour Laurence. Bienvenue. Bonjour Sabine. Bonjour Laurence. Bonjour Vincent. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, on va vous présenter dans le détail tout de suite. Caroline Bourgeois, vous êtes conservatrice auprès de la collection Pinault et vous êtes la commissaire de l'exposition Debout qui démarre demain au couvent des Jacobins. Et puis Vincent Jiquel, bonjour. Vous êtes le breton de l'exposition Pinault. On vous présente comme ça. Vous avez grandi à près de Dinan, en Bretagne. Et on va parler tout à l'heure de la belle histoire qui vous lie désormais à François Pinault, parce que c'est une histoire de coup de cœur. Alors, on va passer donc toute cette émission à parler d'art contemporain. C'est un peu un défi pour nous, parce qu'on est une émission généraliste, on n'est pas des spécialistes. Et c'est justement important de montrer qu'on peut parler d'art contemporain et que ça peut être accessible à tous. J'ai envie d'ailleurs de vous demander, Caroline Bourgeois, vous avez étudié la psychologie clinique. Hein. Vous-même, l'art contemporain, au début, ça vous faisait un peu peur, on peut le dire ? Peur, je sais pas, mais j'imaginais pas du tout que je pourrais travailler dans ce domaine. J'adorais l'art tout court, donc dès que j'avais 5 minutes, j'allais voir une exposition. Mais je pensais pas que je pourrais en faire mon métier ni ma vie. Et c'est vraiment arrivé, le plus j'allais voir des expositions, du coup je rencontrais des gens, et c'est ce qui a fait que finalement je suis rentrée dans ce milieu, mais sans faire d'études dites histoire de l'art ou quoi que ce soit. C'est le cas de beaucoup des grands commissaires d'exposition. De toute façon, c'est peut-être plus inventif, plus proche des œuvres, je ne sais pas. Mais c'est pas du tout quelque chose d'inaccessible si on se laisse, c'est l'émotion. Dès que vous parlez d'art contemporain, forcément, vous êtes une passionnée, c'est clair, on le sent. Pour vous, ça a été un cheminement. On est forcément touché par les choses. Les œuvres, elles vous parlent. C'est un petit peu ma manière de voir. Pour moi, c'est des personnages vivants. Des artistes, bien sûr. Des aussi. artistes vivants, là, on en a un côté de nous en chair et en os. Et c'est ça qui fait vivre. Et ça vous fait penser différemment, sentir différemment, ressentir différemment, que ce soit par rapport à votre histoire ou l'histoire plus grande. Et c'est un peu le challenge de l'exposition ici à Rennes. Évidemment, on va en parler tout au long de cette émission. Je me tourne vers vous maintenant, Vincent. Vous avez envie de dire quoi aux gens sur l'art contemporain? Amusez-vous, ne cherchez pas à tout interpréter. C'est peut-être ça la clé finalement. Si, ils peuvent tout interpréter, ça c'est justement le but. Moi, j'associe. Elle parlait tout à l'heure qu'elle n'avait pas eu peur de l'art ou de l'art contemporain. Moi, l'art contemporain, pour moi, c'est pas des mots qui vont si bien ensemble. Ça ne veut pas dire grand-chose pour vous. En tout cas, l'art, il est forcément contemporain. On n'a jamais
Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes morts qui continuent à créer. Donc finalement, C'est vrai. C'est une excellente toutes les observation. créations du monde sont forcément faites par des gens qui, de toute façon, sont de leur temps. Donc, Ouais. et après, moi, je pense que vraiment les œuvres fondamentales, ou en tout cas celles qui ont marqué l'histoire, sont tellement intemporelles que c'est difficile. Du coup, on se disait avec Caroline, il faut presque avoir des pense-bêtes pour des fois donner les dates précises. Et tout ça, finalement, c'est tellement universel et intemporel qu'on a du mal à... J'associe jamais les deux, moi. Pour moi, l'art, c'est vraiment l'art, quoi. Contemporain, en plus, ça fait, pendant quelques années, pas mal peur à pas mal de gens. Ah oui, On parlait de la justement. peur tout à l'heure. On est là justement pour Et vous essayer disiez, est-ce qu'il faut de montrer comprendre que ou c'est interpréter? accessible. Interpréter, ça, justement, c'est là pour ça, se poser des questions toujours, Ouais. et ne pas essayer de trouver une réponse là-dedans, ou de chercher, ou... Il ne faut pas en avoir peur, ça c'est sûr. Ouais. Non, mais si on regarde les grands impressionnistes français, c'est aussi actuel que Vincent Gicquel. Dans ma manière de voir l'art, c'est de la même. On relit d'une autre façon. Il ne s'agit pas de se projeter comme si on était au XVIe siècle pour voir les tableaux de la Renaissance. Ils sont tous actuels. Et de la même manière, l'art contemporain est vivant, actuel, parle de notre époque et de l'époque antérieure. Exactement. Parce que on parle beaucoup du Boy with the Frog, là, de Charles Ray, qui est Oui, on le exposé verra tout à l'heure, en là, plein hein. milieu du couvent, mais on aurait mis le David de Michel-Ange. C'était pareil. C'était la même chose. Et il n'y a pas de siècle qui sépare des œuvres aussi magistrales. En fait, elles n'ont pas de temps, quoi. Elles sont éternelles, finalement. En tout cas, ces c'est ce qui est sûr, on va y revenir après Ouais. quand on parlera du choix de la collection et Oui. tout ça. Il y a une sorte de cohérence dans le fait que je pense qu'on a assez de clés aujourd'hui pour comprendre ce qui lie un peu toutes les grandes œuvres fondamentales. Et je pense que ça, oui, le fait qu'elles soient intemporelles et qu'elles passent les épreuves du temps... Sans aucun souci. Sans aucun Comme le souci. couvent des Jacobins, d'ailleurs, qui a Oui. passé l'épreuve du temps d'une Exactement. magnifique façon. On va retrouver tout de suite Sylvie Denis, si vous voulez bien. Elle a enfilé le maillot, peut-être. On la retrouve à la piscine de Saint-Malo. Bonjour Sylvie. Bonjour Laurence, alors le maillot ce sera pour tout à l'heure, D'accord. quand j'aurai terminé mon petit duplex, faut pas rêver non plus. On est sur la côte d'Émeraude qui aujourd'hui d'ailleurs mériterait bien le nom de côte Grand Siècle, bleu Grand Siècle. Ce serait peut-être plus adapté tellement la couleur est absolument sublime. On va parler d'un lieu incontournable de Saint-Malo, c'est la piscine de Bon-Secours sur la plage du même nom. Et je suis avec la mémoire de Saint-Malo. Philippe Petou est conservateur des musées, vous êtes aussi historien. Cette histoire de la piscine est assez indissociable finalement de ce lieu en tant que tel, à savoir de la plage, des remparts qui sont juste à côté de cette piscine. Oui, de cette plage qui a commencé à vivre finalement un peu tardivement, puisque Ouais. les bains de mer ont commencé presque un siècle avant la construction de la piscine. Mais peu à peu, on a commencé à faire des nouvelles portes et à fréquenter cette plage qui va avoir donc qui va recevoir une piscine. Alors c'est vrai qu'au départ, en fait, les bains de mer, la mer est plutôt mal vue en fait. Hein. On parle beaucoup de naufrages, d'accidents de mer, jusqu'au moment où effectivement on trouve les bienfaits de l'eau thermale Ça, et de ces bains de mer. C'est la vision romantique. Ouais. C'est moins joli dans la vérité vraie. mais, qui a perduré, mais il est vrai qu'à Saint-Malo, très tôt, à partir de 1838, il y a un premier établissement de bain de mer chaud, parce qu'on prenait un bain de mer froid, puis on allait se réchauffer après dans un bain de mer chaud. Et ça a été 1838, très très tôt, bien avant Dinard d'ailleurs, on l'oublie un petit peu, et Saint-Malo a été une des premières stations bretonnes. On dit souvent, l'histoire nous raconte que c'est un certain René Le Saunier en fait qui exploitait ce petit bout de plage de Saint-Malo, qui serait à l'origine de cette piscine de Bon-Secours. Oui, alors il avait un établissement de bain. Il faut savoir qu'à l'époque, donc, eh bien, on louait des cabines de bain, et c'était un personnage qui était assez entreprenant, qui a eu donc constaté qu'il y avait un inconvénient sur cette plage, c'est la marée. C'est-à-dire que quand il y a marée haute, c'est très agréable, mais la mer se retire très très loin. Et on arrive donc dans les années 30 où on aimait beaucoup organiser des compétitions aussi et des cours de natation. Donc ça avait On voit quelques images d'ailleurs de cette époque. Et la cité balnéaire de Dinard avait déjà ce qu'on appelle le pool à Dinard dès 1927. Donc Saint-Malo ne voulait
voulait pas rester sans piscine. Et donc il a eu l'idée de faire cette retenue d'eau pour qu'il y ait donc un bassin d'exercice de la natation sans aller trop loin, se perdre derrière les rochers des baies. Le principe des marais, c'est qu'effectivement, à marée basse, c'est beaucoup plus compliqué de trouver de l'eau. Il fallait absolument y remédier. Il y avait aussi un côté économique et mercantile pour ce monsieur Le Saunier. Effectivement, la piscine est le lieu d'attraction principal de la plage. C'était ce qui faisait sa popularité, parce qu'il y a plusieurs plages à Saint-Malo, mais à Bon-Secours, il y a la piscine. Est-ce qu'on peut peut-être resituer dans l'époque justement l'intérêt et l'attrait de ces bains de mer? On sait qu'à l'époque on ne doit pas prendre le soleil, on ne doit pas bronzer, donc il y a effectivement des cabines de plage. Cependant, on aime venir au bain. Les cabines de plage sont faites pour se déshabiller, se mettre en tenue, ça essentiellement. Bon, ça a évolué. Dans les années 30, on commence à apprécier le farniente sur la plage, mais on est encore sur des plages très sportives. On aime bien avoir des compétitions, il y a des concours. D'ailleurs, la piscine a été inaugurée, ça nous ferait un peu sourire aujourd'hui, lors d'un concours de maillots. Et il y avait des hommes et des femmes, d'ailleurs, qui concouraient pour qu'il y ait une certaine équité. On avait demandé aux femmes de se couvrir la tête d'un sac en papier. Ah, très joli. C'était en juillet 1936 ? C'était à la fin de la saison 36. À la fin de la saison 36. Super. Bon, eh bien, écoutez, on va aller faire un petit tour du côté de la piscine, parce que maintenant qu'on connaît l'histoire, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir effectivement comment elle se remplit, cette piscine, comment elle se vide, comment elle fonctionne. Je vous raconte tout ça dans un instant. Et voilà, le temps de se mettre en maillot, je compte sur vous. Non, c'est nous qui comptons sur vous, Sylvie. Merci beaucoup. Et vous savez qu'on a Vincent qui a de super souvenirs à cette piscine, justement, dans cette piscine. Ah oui, plusieurs. Puis c'était vraiment notre terrain de jeu, donc de la plage du Sillon jusqu'à la ville et la mairie de Saint-Malo, là. Ouais, c'était incontournable. On a tous appris à nager dans cette piscine. Avec en plus la peur. Parce vous aviez la bouécana ou pas? Non, parce que ça, c'est quand même la question essentielle. Je crois que j'avais les manchons gonflables, là. Ça me donnait un peu l'impression d'avoir des muscles. Super héros. Il y avait déjà ça, ouais. La mégalomanie de l'artiste. Bon, on va justement parler d'artistes maintenant, hein, Caroline, Vincent. Avant de discuter de l'exposition de manière un peu plus approfondie, je vous propose pour nos téléspectateurs un aperçu en images et en musique de cette exposition Debout. Voilà de quoi nous mettre l'eau à la bouche. Des œuvres de la collection de François Pinault, les amateurs bretons d'art contemporain se disent enfin. Il y avait eu une première quand même il y a 4 ans au Musée des Beaux-Arts de Rennes avec une œuvre de Maurizio Cattelan. La Nonna Aura. Voilà. Mais là, c'est un cadeau. Là, il nous gâte. Sa collection est exposée habituellement à Venise, en attendant un écrin supplémentaire à la Bourse du commerce de Paris. Exposé en Bretagne, ça a une saveur particulière forcément pour François Pinault. François Pinault, une partie de l'équipe d'ailleurs, et même je dirais que je deviens bretonne, a un attachement très important à son lieu, sa naissance, la Bretagne. Chaque fois qu'il y a une ouverture à Venise, le drapeau breton est mis chaque fois. Pas le drapeau français, le drapeau breton. Ça, alors j'en connais un, vous voyez, là, ça lui fait briller les yeux. Là. Je trouve ça logique. C'est logique, c'est normal. Comme sur la mairie de Saint-Malo, qui a le drapeau breton et le drapeau malouin en plus. Ouais.
Donc c'est vraiment une chose qui est importante. On avait déjà fait une exposition également à Dinard qui s'appelait Qui a peur des artistes en 2011. Et c'était suite au souhait à l'époque de Sylvie Robert qui s'était approchée. L'écrin du couvent des Jacobins était absolument fantastique. En fait, c'est ça, il a eu un coup de cœur pour ce lieu. Comment ça s'est passé? Comment est née cette expo? Ça date, donc c'était au départ Sylvie Robert. Après, il y a une rencontre avec Jean-Jacques Ayagon, François Pinault et Nathalie Appéré. Ils ont visité le lieu du couvent des Jacobins il y a en juillet, il y a un an. Jean-Jacques Ayagon était venu auparavant, et c'est là où la chose s'est décidée. Donc moi, je suis venue la première fois en mars, il y a 15 mois. J'ai vu le lieu en chantier, donc c'était pas du tout le même état. Il fallait beaucoup d'imagination. Il fallait pas mal d'imagination. Et c'est comme ça que petit à petit le projet s'est construit avec les superbes équipes de Rennes en général. Et j'adore l'enthousiasme de tout le monde. Ah, je vous confirme. De quelle façon François Pinault est intervenu dans le choix des œuvres à vos côtés, parce que vous êtes vraiment la conservatrice de la collection Pinault? Alors, il y avait plusieurs enjeux dans le lieu du couvent des Jacobins, entre autres de ne pas pouvoir accrocher dans la partie dite contemporaine, donc de partir sur des œuvres plutôt sculpturales, enfin qu'on peut poser. On a aussi évolué au fur et à mesure de la construction même du bâtiment, puisqu'il y avait des éléments qui apparaissaient, normal, enfin les murs en acier, les chromatiques. Donc, en général, je construis un parcours virtuel sur PowerPoint que je montre, bien entendu, à François Pinault. On a eu la chance de travailler avec Éric Morin qui pouvait faire des images en 3D du projet. C'était important d'avoir un scénographe pour tenir compte de toute l'évolution du lieu en tant que tel. Et donc, on en discutait. Il a proposé, par exemple, donc un des autres jeunes artistes s'appelle Luca Arruda. C'était important pour lui qu'il soit également présent, et c'est tout à fait logique dans le parcours de l'exposition puisqu'il l'a clos avec ses petits tableaux de nature et de paysage. Très lumineux, fabuleusement lumineux. Oui, super. Alors dans cette exposition, il y a des artistes de renommée internationale. Je pense notamment à Charles Ray, forcément, avec son œuvre, on en a parlé tout à l'heure, un Boy with Frog, la sculpture d'un petit garçon qui tient une grenouille. Et puis il y a l'œuvre Hymne qui représente Hitler agenouillé dans une position de prière, l'œuvre de Maurizio Cattelan. Et puis, il y a des artistes un peu moins connus, des artistes émergents, entre guillemets. C'est pas du tout péjoratif. Tout va bien. Comment s'est fait cet équilibre, justement, entre des œuvres un peu emblématiques et puis, justement, des artistes en devenir, des artistes qui disent des choses aujourd'hui très fortes? Alors, la collection, c'est là où François Pinault est assez original. D'abord, il a une vraie passion, donc il s'engage. C'est une passion. C'est pas de l'investissement, qu'on soit clair. C'est vraiment une passion. Il vit avec des œuvres d'art partout, donc, et il aime l'art pour aller toujours plus de l'avant et qu'on soit soi-même curieux, dérangé, surpris. Et donc c'est comme il y a toujours une ponctuation, enfin il y a, dans toute exposition des jeunes artistes. Donc ça semblait évident d'inclure Vincent, dont on a rencontré le travail il y a seulement 1 an et demi. On va le raconter justement cette belle histoire un peu plus tard dans l'émission. Oui. C'était évident par rapport au sujet d'inclure Paolo Nazareth, qui est le deuxième jeune de l'exposition. Alors expliquez-nous un petit peu la démarche de Paolo Nazareth. On va avoir une photo de lui, un portrait de lui là juste, voilà. Expliquez-nous sa démarche à lui. Alors c'est un artiste brésilien qui vient du nord-est et d'une favela, c'est des lieux vraiment pauvres là-bas, qui a décidé d'essayer de construire ou retrouver l'histoire de l'esclavagisme en Amérique du Sud et comment sont arrivés les Noirs d'Afrique. Donc ils marchent et traversent le pays pour retracer les chemins par lesquels ils sont arrivés en étant habillés comme eux, c'est-à-dire avec des flip-flops, un sac de jute, une sorte de mini-téléphone, mais vraiment qui peut traverser les trains, les gares, les bus et les zones improbables, disons, et qui, au cours de ces marches, transforme, apprend, partage avec les gens qu'il rencontre sur son chemin.
il y a quelque chose qui a dû incroyablement fonctionner parce qu'aujourd'hui, il fait partie des sujets du bac au Brésil. C'est ça qui est fou. Et c'est complètement original. C'est pas comme s'il avait fait des grandes expositions. C'est quelqu'un qui est très discret, mais une démarche que je trouve absolument fantastique. Et par rapport à toutes les minorités, c'est important qu'elles acquièrent et qu'elles aient leur propre histoire afin de commencer à exister. C'est le cas de tout destin. On doit récupérer notre histoire individuelle. Et ça a été une histoire qui est encore à faire selon les pays où on est. Bien sûr. Alors, il y a une autre œuvre, celle des frères Chapman, qui est assez emblématique dans l'exposition. Ce sont des vitrines qui s'appellent Fucking Hell. Et c'est incroyable. C'est un travail extrêmement minutieux. Ça a mobilisé 10 personnes pendant plus d'1 an, c'est ça ? Pendant environ 2 ans. 2 ans. Chaque petit personnage a été réfléchi et construit par eux et leur atelier. Et c'est 9 vitrines qui représentent, enfin vous confrontent, je dirais plutôt, parce qu'on a vraiment des surprises, toutes les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Dans chacune d'entre elles, il y a là, on voit Mamie Claire, là. Voilà, il y a un petit Hitler quelque part. En train de peindre. Il y en a un en train de peindre puisqu'il prétendait être un artiste. Et on est vraiment confronté de manière encore plus spectaculaire à ce que ça a été, à l'horreur des camps de concentration. Enfin, c'est quelque chose. Et c'est dans l'exposition parce qu'elle marque une chose tellement importante dans notre histoire et toujours aujourd'hui. Et l'agencement de ces vitrines évoque même une croix gammée, enfin l'espace laissé entre elles, c'est ça ? Le creux entre les vitrines et la croix gammée. Waouh, des œuvres très fortes. Et alors j'avais envie qu'on parle également d'une dernière œuvre. C'est une vidéo, ça s'appelle Human Mask. C'est Pierre Huyghe. Alors expliquez-nous la démarche, c'est extrêmement surprenant. Alors Pierre Huyghe est un artiste français qui a une certaine aussi reconnaissance. La vidéo démarre filmée par un drone sur le territoire de Fukushima, donc les conséquences du tsunami et de catastrophe nucléaire. Et ensuite on arrive dans un restaurant tout à fait vide, et on est face à un masque, donc une personne, mais un masque blanc avec une perruque, et on croit que c'est un humain, et tout d'un coup on découvre que c'est un singe. Et ce singe se promène dans ce restaurant vide comme un humain, c'est-à-dire qu'il se tient debout. Ça rappelle que nous venons quand même de là, on s'est tenu à 4 pattes et on se redresse, comme dans quand on est enfant également. Mais c'est très fascinant, troublant, parce qu'on se demande qu'est-ce qui est humain, quelle est la différence entre l'animal et l'humain, quelle est la différence entre la sauvagerie ou la violence, l'animalité, et qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes à nous-mêmes. Ouais. Et c'est une œuvre vraiment très forte, extrêmement étonnante, avec des attitudes justement. Alors vous parliez de ce singe qui se redresse, c'est le titre de l'expo, Debout. Pourquoi Debout ? D'ailleurs, c'est le titre d'une de vos œuvres, Vincent Giguel. Oui. Mais je crois que c'est vous le qui titre. avez inspiré le titre, finalement ? Non. Mais par contre, je pense que toutes les œuvres, enfin c'est le titre de toutes les œuvres depuis toujours. Enfin, on parlait de David, de Michel-Ange tout à l'heure. Je pense que l'art existe uniquement pour nous rappeler ça chaque jour, en fait. Soyez curieux, levez-vous, vivez. Donc c'est vraiment quelque chose qui... C'était assez logique, et je pense que... Alors, je vais m'avancer, mais je pense que si elle a pensé à moi, c'est parce qu'elle a vite compris que dans mon travail, c'était toujours un des thèmes essentiels. Et donc finalement, ça a dû lui paraître assez naturel, je pense. Après, on va voir la réponse tout de suite. Non, mais ça c'est certain. Et c'était l'idée de faire un parcours. Donc le couvent des Jacobins, il y a une partie très contemporaine et une partie très historique. Je trouve que finalement, l'humain, quoi qu'on traverse de manière personnelle ou ce qu'on traverse comme histoire commune, écologique, politique, etc., on se redresse toujours. Donc il y a quelque chose d'utopique dans ce sujet. Et c'est un sujet qui traverse effectivement l'art, parce que ce soit l'art ancien ou l'art d'aujourd'hui, les premières sculptures, c'était représenter l'homme debout. Il y a quelque chose aussi de très figuratif dans l'ensemble du parcours, parce que je souhaitais que ça parle le plus directement possible aux gens. Et très brièvement, on est dans la partie contemporaine aujourd'hui, avec des questions
de notre époque, dont les histoires qui ont marqué tout le XXe siècle, pour aller vers quelque chose de plus atemporel, dans laquelle est Vincent Gicquel, le Boy with the Frog, qui est le fait que de toute manière, on est confronté à la mort, quoi qu'on fasse. Ouais. Donc autant le prendre en compte et relativiser ce qui peut être de l'ordre individuel pour penser à quelque chose de plus atemporel. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Merci. d'être venu nous présenter cette belle exposition. On va parler de l'œuvre de Vincent Gicquel un peu plus tard dans cette émission. Il risque d'y avoir beaucoup de monde, hein, d'ailleurs. Alors, on va tout de suite dire aux téléspectateurs qu'il faut réserver absolument. Hein, il y a le site internet qui s'affiche tout de suite sur votre écran, www.exposition-pinot-rennes.com, pour obtenir des coups de fil. Ce serait une bonne idée, parce que ça va se bousculer à partir de demain. Je viens vers vous, justement, on parlait d'intemporel à l'instant, Maëlle. Eh bien, on va parler du temps qui passe avec vous, mais en breton. Eh oui, parce que c'est toujours des mots intéressants. Je ne sais pas si vous parlez breton. On ne peut pas dire ça. Enfin, Ah, il y a quand même des brimes, hein, il y a mais des mots. après, ils hein. m'ont demandé de chanter pour la fête de Non. la musique, de parler. Non. Tout ce que vous voudrez, hein, si vous voulez chanter, totalement je libre. Et on en connaît qui ont chanté le Brogos Mazalou Voilà. ici. hein. Je sais qu'on est à Roison, mais à part ça. Roison, voilà, pour la ville de Rennes. Comment on dit le temps? Oula, c'est déjà trop. Ah bon, bah alors voilà. Amzer. Ouais. En Amzer. Ça, c'est le temps. Alors après, plus pragmatiquement, l'heure du jour, c'est en heures. Là, pour le coup, on n'est pas très très loin. Le jour, days. C'est comme l'anglais. La tressette, ouais. C'est comme Days. l'anglais. Ouais. Et oui, ça reste. Nous avons des racines communes, puisque l'anglais est une langue germanique. Dans la grande famille des langues germaniques se trouvent également les langues celtiques qui ont changé un peu de leur côté. La semaine. Sizou. Sisu, Ah, très pas bien. mal. En fait, j'ai triché, je viens de le lire. Les réponses bêtes sont là pour ça. L'artiste est malin. C'est un rapport avec le Cap Sizun, non? Non, Ah non, d'accord. non, pas du tout. Mais oui, ça se prononce Sizun aussi pour le Cap Sizun en breton. Le mois, Mise. L'année, Blois. Bloise. Blois, ça dépend d'où on est, on peut prononcer un peu comme on veut. Vous pouvez tricher là, allez. Alors une période, c'est marée, heure marée, pour expliquer Bah, une exactement, période. ouais, voilà, le lien avec la marée. Alors, marée qui se dit en breton l'anneau, Ah, D'accord, donc c'est aucun lien en rigolo. fait. à l'anneau. Et pourtant, ouais. Hein, c'est marrant. Ouais, hein. ouais, c'est c'est fou. marrant. Et une saison se dit Coulzat. Coulzat. Coulzarbla, c'est la saison à un temps T, et Coulzat, c'est la saison dans sa durée. Voilà. Les jours de la semaine, quand même, parce que sinon, c'est pas drôle. Lundi. Alors, c'est pareil, hein, ça marche sur le même principe. Sur le C'est-à-dire calendrier que. lunaire, sans doute. Voilà, lune Voilà. pour lundi, mœurs pour mardi, et mœurs c'est aussi le nom de la planète Mars, donc on est sur la même logique. Mecher pour Mercure, ça marche aussi. Yao, Gwener, Sadorn, Sul. Et il y a une petite chanson quand même. Allez, une hein. petite chanson, une petite Di chanson. lune, di mœurs, di meher, ayota, Ah ouais. ayota, ayota, ayota. Di lune, di mœurs, di meher, adir yao, adi Gwener. Parfait. Ali Sadorn, adi Sul, c'est tué, je suis un zizune. C'est ce qu'on apprend au petit. Moi, je C'est dis ce qu'on bravo. apprend au petit à l'école pour se rappeler des jours de la semaine. Est-ce qu'il y a des expressions Des petites Maëlle expressions. Ah oui, s'il Allez, vous plaît. c'est parti. Gan hiramzer haben speptraiter, ce qui est une expression qui donne beaucoup d'espoir, puisqu'avec longueur de temps, on vient à bout de tout. Ah, Ce qui est vrai. ce qui est Oui, vrai. ce qui est vrai. Gan amzer enem gav tauledet avalu a penukalet. Celle-là me plaît beaucoup. Avec le temps, deviennent blettes, pommes et forte tête. C'est pas mal. Ah, j'aime bien Gan ça. amzer enem gav tauledet avalu a penukalet. Après, c'est un peu plus pessimiste, on va dire. Tremenra en amzer agar vue à ziver, ce qui veut dire le temps passe et la vie raccourcie. Et la dernière qui est efficace, en amzer à dro, en ankou à sko. En amzer à dro, en ankou à Ankou. sko. En coup, forcément, l'ankou, on a reconnu. C'est la c'est mort. la mort, le symbole de la mort en breton. Le temps tourne, la mort frappe. Oh, dis donc. Ambiance. Non, Mais ça mais permet de mieux vivre le présent, de savoir qu'il y a une fin. Absolument. Tout Ah, à fait. c'est tout à fait le thème C'est la question. de l'art, de l'exposition, de tout. Voilà, et ben bon, ça nous fait une super transition. On en parlera donc tout à l'heure avec vous, Vincent Gicquel. Pour l'instant, je vous propose de retrouver Sylvie Denis à la piscine de Bon Secours à Saint-Malo.
Oui, Laurence, alors nous sommes un tout petit peu plus près, on est descendu au plus près de cette piscine de Bon Secours. C'est un genre d'incontournable quand on est à Saint-Malo. Vous n'avez qu'à regarder, tweeter ou regarder sur n'importe quel réseau social. Elle est en général en plutôt bonne place. Je crois même y avoir vu une femme de mariée qui s'est jetée de la piscine pour célébrer ce moment inoubliable de sa vie. Alors je suis avec Arnaud Niveau, vous êtes ingénieur, vous êtes en charge aussi de tout ce qui a trait à la technique pour la ville de Saint-Malo et on avait envie de s'intéresser à cette piscine justement sur son aspect technique parce que l'eau, elle n'arrive pas simplement comme ça toute seule dans cette piscine. Même si elle est effectivement dans un milieu marin, il faut l'aider un tout petit peu. Mardi dernier, le 12 juin, elle a été vidangée. C'est quelque chose que vous faites une fois par an. Comment ça se passe? Parce que c'est un peu plus compliqué que juste enlever un bouchon et puis rouvrir les robinets. Hein. Tout à fait. Alors, on est déjà sur une très grande piscine, une piscine d'eau de mer telle que celle-ci, en milieu marin, qui fait 75 mètres par 60 mètres. C'est vraiment un grand espace. Ça permet de bénéficier vraiment d'une belle surface de mer et surtout, malgré la marée basse, qui nous ramène la mer un peu plus loin. Pour la vidange, oui, c'est pas toujours simple. Une fois par an, au mois de juin, on vient vider cette piscine pour venir la récurer. Donc ça nécessite environ une quinzaine d'agents pour venir enlever tous les graviers, tout le sable qui est venu s'accumuler pendant toute la période hivernale avec les tempêtes. Mais comment vous la videz? Ils prennent pas une petite coupelle comme ça, la petite cuillère? Non. En fait, nous avons des systèmes de vannes qui permettent de la vider. Néanmoins, il nous faut près de 4 heures pour pouvoir la vider entièrement. Voilà, ça nécessite des gros moyens à venir sur la plage, des chargeuses, des pelles mécaniques. Voilà, un certain nombre de camions et l'accès n'est pas toujours facile évidemment, il faut faire attention à la marée, bien la choisir et puis coordonner plusieurs directions de la ville aussi, la direction du patrimoine, de l'espace public et on vient retirer tous les sédiments qui se sont accumulés et on les redistribue en proximité pour que la plage ne perde pas de sédiments, pour pas qu'elle soit excavée en fait tout simplement. L'avantage, bien sûr, il est assez simple. Avec un plongeon de près de 5 mètres, c'est que les plaisanciers, les touristes, les malouins évitent de se faire mal quand ils plongent. Ah bah oui, le but c'est de se faire plaisir, hein, c'est pas de ressortir avec un trauma crânien. Donc, plus que finalement nettoyer d'éventuels détritus, l'objectif de cette vidange, c'est aussi de bien s'assurer, bien vidanger, bien gratter, pour qu'on ait assez de profondeur. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est à la fois lui redonner son niveau d'origine, et puis bien sûr, ça permet de vérifier toute la structure qui est en béton, de bien s'assurer en béton et en granit, de s'assurer qu'il n'y a pas de fissures, de fuites, et on revient avec des matériaux spécifiques, des bétons à séchage très rapide pour venir boucher toutes les fissures. Ah bah séchage rapide, je veux, parce que vous avez combien de latitude en fait le temps d'une marée? Alors c'est juste le temps d'une marée, évidemment. Quand on arrive juste au moment où la marée commence à affleurer pour pouvoir aller sur le contour pour enlever toutes les algues, pour pouvoir permettre un passage sécure de nos collègues. Et ensuite, nous venons avec des gilets de sauvetage, vous voyez, par-dessus au cas où, pour pas que les agents, s'il y a une chute. Et donc ensuite, on vient vider petit à petit et on vérifie tous les éléments et on répare. Donc ce qui a besoin en même temps, exactement. Redites, pour la vider, vous avez dit environ 4h20. Environ 4h20. Voilà. Pour la remplir, ça va super vite. Quand on parle du marais à la vitesse d'un cheval au galop, là, ça va carrément super vite. Saint-Malo est connu pour son marnage très important. Donc vous savez la différence entre la marée haute et la marée basse. Et donc évidemment, dès que l'eau revient, par les côtés, par-dessus, elle vient se remplir très très rapidement. Venez, on va aller la goûter cette eau quand même, parce que je suis peut-être pas en maillot, mais j'ai quand même enlevé mes chaussures pour aller goûter cette eau qui va être mise à la disposition, qui l'est déjà, des touristes. Il y a un truc qui est super important, c'est que les marées, ça permet aussi de garder une eau plutôt pure. Alors exactement, l'eau est renouvelée en fait à chaque marée, donc ça permet d'avoir une eau de très bonne qualité. Allez, les chaussures. Ah là, ça va être compliqué. Évidemment, je ne suis pas équipé. Par contre, une chose aussi avec la piscine de Bon Secours, et c'est pour ça que les gens l'aiment tant, c'est que l'eau stagne pendant toute la marée basse et donc elle se réchauffe beaucoup plus vite que la mer. Et donc évidemment, ceux qui vous avez les pieds, vous êtes revigorés, j'ai les pieds plus fragiles, peuvent profiter très rapidement de l'eau avec encore une meilleure température. Voilà, il va faire un super temps ce week-end, l'eau est délicieuse. Puisque Arnaud ne veut pas la goûter, moi je vais lui la faire goûter. Voilà. À la semaine prochaine. Merci Sylvie, vous savez, je savais bien que vous alliez finir en maillot, c'était une évidence, profitez bien en tout cas. À plus tard, à la semaine prochaine. Vincent Jiquel, alors comme ça vous êtes devenu peintre parce que vous aviez trop d'humour pour être tueur en série, c'est vrai ça? Alors je pense qu'en tout cas l'humour c'est vraiment une manière de décaler les choses, c'est toujours ça, souvent c'est aussi une défense face à l'insupportable, en tout cas c'est une possibilité, une arme que j'avais. Et finalement quand je dis ça c'est juste que je pense que tout ce qui est pulsionnel est de l'ordre du vivant et de l'envie et de faire les choses
ou de l'obsession, parce qu'on peut tout dire, on sait trop l'horreur de justement ces tueurs en série, mais leur honnêteté viscérale et organique, elle est évidente. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas ni les mots, ni l'humour pour décaler les choses. Et donc finalement, le fait d'avoir la chance de pouvoir sublimer, de dire et de faire, forcément, ça rend les hommes sensibles. C'est toujours la question de cette exposition qui fait qu'on prend le chemin à droite ou à gauche, mais est-ce que l'équilibre, c'est pas ce qu'il y a de mieux? Est-ce qu'il y a un chemin entre les deux? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'un artiste a les mêmes failles au fond, les mêmes névroses, les mêmes sensibilités, ce même rapport au monde qui est insoluble et compliqué, mais il a peut-être plus d'armes, et je pense que l'humour, c'est une des bases. C'est ce qui nous permet de décaler les choses et aller du coup vers le langage plutôt qu'autre chose, et de sublimer surtout le pire, quoi. Parce que finalement, cette petite fille, là, on en revient à l'exposition, mais cette petite fille sous les douches de napalm, moi, je trouve que l'œuvre est magnifique, presque christique, pure, avec une matière hyper noble, belle. Alors bien sûr, c'est de l'ivoire d'éléphant et on sait ce que ça cache, mais elle est sublime avec tout ce que ça renvoie si on le prend par l'autre chemin. Ouais. C'est toujours une question de chemin. Alors justement, le chemin, Caroline Bourgeois, le chemin vous a mené vers Vincent Gicquel il y a un peu plus d'1 an. Vous avez eu un vrai coup de cœur pour cet artiste. Racontez-nous tous les deux cette belle histoire. Comment ça s'est passé ? Je visitais des galeries du Marais, dont Thomas Bernard à Paris, où j'habite, m'attendant plutôt à une expo d'artistes conceptuels, parce que c'est un peu, disons, sa ligne générale. Et je tombe sur son exposition de tableaux auquel vraiment je ne m'attends pas du tout. Et j'ai été sidérée de la présence, de la force, de la singularité, de la manière de représenter ces humains qui sont un peu fantomatiques et en même temps ces couleurs qui explosent. Et donc j'en ai ensuite parlé à François Pinault en disant vraiment c'est formidable. De surcroît, il est breton. Ce qui était un argument majeur en plus pour vous. Non, je dis de surcroît. De surcroît. Et du coup, on est allé ensemble voir l'exposition quelques jours plus tard. Et là, vrai coup de cœur. Et vrai coup de cœur. Et donc l'œuvre est rentrée dans la collection. C'était Pédoncule, hein, Non, c'était avant. C'était avant. Le titre de l'exposition, je te coupe, mais c'était « As-tu vraiment besoin d'aller là-bas ?» Et ça a fonctionné, parce que dans l'histoire, vous parliez tout à l'heure, pour vendre un peu du rêve de cette histoire, l'extraordinaire de cette histoire, c'est que dans des questions de peintre, on a des doutes, on a des chemins, on avance, on chemine. Et c'est toujours la question de la notion, enfin de la posture du peintre, après Picasso, quoi pas, enfin des questions qu'on a entendues 1000 fois. Quand je fais cette exposition, as-tu vraiment besoin d'aller là-bas? C'est toutes les questions que je me pose à ce moment-là dans mon œuvre. Est-ce que c'est abouti? Est-ce que c'est le propos que je veux tenir? Et finalement, Caroline n'avait pas vraiment de raison de venir là-bas ce jour-là. Ouais, enfin, c'était un peu par hasard. Et ouais, mais c'est souvent le hasard, mais qui fait bien les choses. Exactement. Voilà. Alors, elle parlait de la singularité. Je pense qu'effectivement, moi, j'avais en tout cas, au-delà du bien et du mal, de faire bien, de faire mal, vous parlez d'esthétisme tout à l'heure, moi, dans mes tableaux, il y avait vraiment une envie, c'est de parler encore de cette intemporalité, de cette universalité-là, qui fait qu'on ne peut pas dire beaucoup plus que Bosch, que Picasso et tous les autres, mais de le dire de manière singulière, ça, c'est le plus important. De dire encore debout, mais il faut bien qu'il sonne encore le lendemain, le réveil, on en parlait tout à l'heure. Il n'invente rien, mais c'est toujours la même chose, mais c'est toujours pour une journée différente. C'est une peinture empreinte d'un humour tout breton face à la mort. Alors ça, j'ai jamais trop compris, parce qu'on avait associé l'humour face à la mort, enfin, en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, comme une sorte d'arme face à ce qu'on voit de la vie, mais pourquoi breton? Enfin, Jérôme Bosch n'était pas breton, et il y en a eu plein d'autres, quoi. Et parce qu'on a une approche peut-être face à la mort qui... Culturellement, la mort était très présente. Bon, je suis né dans les Côtes d'Armor, donc peut-être que il y a moins de complexe peut-être face à la mort. Il y a une acceptation peut-être plus ici, je sais pas. Moi, ça, j'aurais du mal à répondre parce que... En tout cas. Oui, elle est très présente dans la culture celtique. Ouais, peut-être, on parlait des enfants qui ont souvent des fois une façon de voir les choses presque de manière plus... lucide. Plus lucide. Et puis même avec une acceptation. Alors, il y a peut-être des régions du monde avec lesquelles c'est plus simple, mais c'est vrai qu'on a une histoire qui nous l'a permis, encore une fois. C'est toujours la question, moi je parlais de l'humour qui permet des choses, le décalage, les mots. L'histoire aussi permet pas mal de choses. Je pense que c'était plus facile pour moi en tant que peintre. Par exemple, on a parlé beaucoup de la peinture. Les peintres en Allemagne du même âge que moi, de la même génération, n'ont forcément pas eu les mêmes armes au même moment. Donc il y a forcément des échos. L'histoire, c'est sûr, ça fait partie. On
on la traverse et elle nous traverse, mais on peut pas faire sans. Après, que ce soit breton... Peu importe. Voilà. Vous exposez aussi à la Criée, Centre d'art contemporain. On vous a commandé des œuvres justement spécialement ça s'est pas vraiment pour, fait comme ça, non, parce que finalement, quand Caroline m'a proposé de faire des... Alors, je te coupe. Deux choses. D'une part, quand François Pinault se passionne pour un artiste, on le suit. Donc, on a plusieurs œuvres de Vincent Jiquel. Ouais, il ne se contente pas d'une toile, quoi. Quand il se Non. passionne vraiment, c'est... Quand même. Et d'autre part, par rapport au projet de l'exposition Debout qui se déroule également au musée des Beaux-Arts de Rennes, j'ai proposé à Vincent de produire des tableaux pour l'exposition. Donc en dehors de Pédoncule, c'est que des œuvres faites pour l'exposition. Qui sont maintenant rentrés dans la collection. Et Sophie Kaplan m'a téléphoné en cherchant un jeune artiste et vous vous êtes rencontrés. Exactement, c'était au moment de la FIAC l'année dernière. Je n'avais pas encore peint les tableaux pour l'exposition Debout. Et donc je leur avais dit clairement que je m'y consacrais, parce que je savais que ce serait l'été qui suit. Et donc du coup, tout l'hiver, j'ai vraiment travaillé pour le Jacobin. J'avais visité en décembre... en mi-travaux, parce que Caroline l'avait vraiment encore plus désossé que moi. Mais on a pu s'imaginer, moi j'ai pu un peu imaginer ce que je voulais faire. Alors je ne sais jamais trop ce que je vais proposer au final, mais j'avais quand même quelque chose, une idée derrière la tête. Et en fait, quand on a eu cette exposition à peu près terminée, il fallait cette proposition d'être au centre d'art. On en a parlé un petit peu avec Caroline lors d'un repas, et on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de faire justement... le contrepoint de ce qu'on a montré aux Jacobins, pour faire résonner, et puis pour aller, on en parlait avec un peu plus loin, et puis il y a vraiment une triangulation là avec les visites, et Tatiana Trouvé qui expose au musée des Beaux-Arts là. On avait vraiment envie que tout se réponde et qu'il y ait un parcours, et que les gens justement, ce qui est important quand on avance, qu'on se met debout, c'est qu'on ne répète pas les choses. Et là en fait c'était important qu'on fasse pas la même chose. C'est pour ça que j'ai vraiment fait des aquarelles d'un côté et la peinture à l'huile de l'autre. Et c'est drôle, merci beaucoup. De juste l'aquarelle, qui est normalement quelque chose d'assez décoratif, enfin sur la lumière assez doux, alors que là, il y a un contraste avec vos motifs qui sont hyper violents, quoi, très angoissants. Et il y a pourquoi vous utilisez l'aquarelle, enfin, c'est un sacré Alors déjà contraste, le médium, c'est surprenant. déjà on parlait du sujet, moi je pense que j'aurai à peu près toujours les mêmes sujets fondamentaux qui vont être la base de tout mon travail, de ma réflexion, mais dans la peinture ou dans l'homme que je suis, chaque jour. Mais le médium après importe peu. On m'aurait dit de faire des choses en papier ou en plâtre, de toute façon les sujets seraient les mêmes. Après, moi, que je vous chante, que je vous parle, j'aurai la même voix à peu près, tout le temps, la même coupe et la même couleur de Dieu. Et finalement, après, le médium importe peu, ça, sur ma manière de travailler. Mais l'aquarelle, la douceur, c'est vrai que ce qui est agréable, c'est plus dans le contraste. Encore, ce qui est intéressant, c'est toujours cette légèreté, cette finesse, cette douceur qui contraste vraiment avec... encore une fois, pour insister sur ces chemins-là, qui fait qu'il y a toujours ce verre à moitié rempli. Après, on le voit vide ou plein, mais c'est selon. Merci Vincent Jiquel, merci beaucoup à tous les deux. On va préciser qu'un reportage de Christelle Veillard dans l'itinéraire week-end vous sera consacré dans le JT de ce soir sur France 3 Bretagne. On va maintenant passer à votre sélection culturelle, Sabine, très rapidement. Vous avez 2 minutes 50, très exactement. Alors, donc il va falloir que j'accélère, d'accord. Ouais, voilà. Alors, on commence par... Eh bien, on va sélectionner un département, je pense, ou deux. D'accord, dites-moi lequel vous voulez alors. Allez, on va partir dans le Morbihan. Je pense que le concert flottant, 56, le piano du lac, concert Ouais. flottant. Alors on passe à la musique. Je vous donne rendez-vous au Centre de l'Imaginaire Arthurien à Cancoré. La fête de la musique se poursuit. Et rendez-vous au Château de Compère pour un concert flottant sur le célèbre lac de Viviane que vous devez connaître. C'est un événement poétique décalé et insolite orchestré par la Volière au piano. Et c'est une équipe de chanteurs et de musiciens aquatiques un peu perchés. Parmi eux, Delphine Coutan, chanteuse paludière à Guérande, qui était dernièrement d'ailleurs le portrait du magazine Littoral. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait, c'est très joli. On peut pas, on avait plus de temps là. Eh ben oui. Alors donc, justement, est-ce que vous aimez les street art ?
Ça dépend. C'est quelque chose qui a déjà eu plusieurs périodes. Basquiat, on peut dire, vient de là. Donc c'est pas comme si c'était nouveau, c'est de tout temps. Donc un artiste, c'est intéressant si ça dépasse juste quelque chose de un peu temporel. Ouais. Justement, parce qu'il y a un super événement donc à Saint-Brieuc, c'est la première édition de Just Do Paint. Il y a 35 donc artistes graffiti qui viennent de Bretagne, d'Europe. Et donc, le parrain du festival est le célèbre DJ français Hip Hop Dynasty. Et vous pourrez assister donc pendant 3 jours à la réalisation de plusieurs façades dans les rues du centre-ville. 35 artistes locaux internationaux, donc Diaspora Crew, Disorderline, Web 2 et le Briochin Boulis. Donc c'est un événement à ne pas manquer, très fort sur Saint-Brieuc. On termine avec Saint-Jean-du-Doigt et Plougasnou, allez, dans le Finistère. Alors oui, un autre événement, sélection. C'est la 3e édition d'un festival assez insolite aussi, qui s'appelle le Ice Festival. Ice non pas comme la glace, mais comme écriture contemporaine interdisciplinaire où se mêle le cinéma, art plastique, danse, poésie, et qui est à l'initiative de l'artiste Patricia Alliot, qui est metteur en scène aussi. Et donc, vous êtes conviés à des ateliers participatifs à Saint-Jean-du-Doigt, menés par des artistes invités, les mardis 26 et mercredis 27, ateliers de danse, autoportrait au groupe animé par Michael Filippo en lien avec la pièce Ben Luc qui sera présentée. Et la Bretagne inspire un compositeur, c'est Rodolphe Burger, qui viendra en concert au Château du Taureau. Et c'est superbe. On peut regarder un extrait. C'est génial. Embrasse Marie pour moi. Mais ne lui en parle pas. Ce que j'ai fait et où je suis. Oh, n'en dis rien à Marie. Tu peux lui dire que je suis mort. Allez, un dernier événement en sélection culturelle pour ce de la week-end. collection Pinault, c'est l'association L'Art au fil de la Rance qui est en partenariat avec l'association Pinault Collection et qui propose un parcours de sculpture au fil de la Rance. Et cette année, c'est donc un sculpteur, Denis Monfleur, qui lui a vraiment taillé, qui s'est emparé de la pierre de granit, de la pierre volcanique, pour tailler, comme vous voyez sur ces images, des têtes votives, enfin des mégalithes, ça rappelle un peu les mégalithes. Et donc, on vous propose ce parcours de belles rencontres au cours d'une balade au fil de la Rance. Et vous pouvez découvrir ces sculptures tout l'été, même jusqu'au 30 septembre, de la chapelle de la Souhaitier au centre du bourg et aussi à la médiathèque où vous pouvez découvrir ce sculpteur. Merci Sabine. Avec ça, si on ne sait pas quoi faire ce week-end, moi je ne sais pas ce qu'il faut, là, très franchement. Voilà. Et en tout cas, on répète encore que cette exposition Debout démarre demain et jusqu'au 9 septembre. Et le site internet s'affiche à l'instant sur votre écran pour pouvoir bénéficier de coupe-fil. La réservation n'est pas nécessaire, il reste de la place pour des visites spontanées. Voilà, c'est clair, ça va être certainement l'affluence ce week-end au couvent des Jacobins. On imagine bien. J'espère, je reste ce week-end à Rennes. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau, à nos côtés. On va maintenant faire le débriefing de cette émission. J'accueille qui cette fois ? Oui, salut. Salut. Ouais. Pardon, je reviens de Saint-Malo, là où il y a des délinquants qui éclaboussent les gens sur la plage, c'est un peu grave. Du coup, j'étais avec des potes place Sainte-Anne, et là j'ai vu, c'est quoi ? C'est chouette, Nuit debout reprend du galon. Et ben ça, c'est plutôt chouette, parce qu'il y avait besoin d'un petit Nuit debout. Moi, ça faisait 2 ans que j'en avais pas fait. Je suis allée voir les installs, super. Là, c'est jour debout, là. Top. Ah ouais, ça va peut-être pas m'arranger. Attendez. Non, on va voir. Super install. La voiture pétée, je tenais à dire, c'est pas moi, parce qu'a priori, il y a des flics infiltrés. C'est ça, madame la commissaire. J'ai rien fait, c'est pas moi qui ai pété la voiture. Et par contre, le petit Dazibao, super chouette. J'ai vu l'œuvre participative. Il y avait des petits bonshommes, là, super jolis. J'ai fait des bulles dessus. Je me suis autorisée à participer au Dazibao. J'ai écrit un truc en Anamzer, en Ankou, je sais pas, c'était quoi ? Ouais. C'est ça. Je ne l'ai pas super bien orthographié, mais c'était top, voilà. Donc voilà, par contre, je voulais demander, parce qu'on a des principes, est-ce qu'il y a une alternative végane à l'affiche ? Voilà, parce que moi je suis végane, antispéciste, et là je vois qu'on utilise un animal sur une affiche. Bon, on pourra faire une petite commission pour discuter de ça. Je voulais savoir s'il y avait une alternative végane. Bon, bah voilà. En tout cas, sous la piscine, la plage, hein, comme on dit. Écoutez, c'est cool, je vais y retourner. Attendez. Oui. Vous permettez ?
Moi, alors là, je peux vous dire que voilà, j'en connais une qui est une véritable artiste. Quand vous voyez ça, il y a de la couleur, il y a du jaune et du orange. Vous êtes très plasticienne dans votre genre. Voilà, mais c'est difficile à lire. Oh, bah, je pense que vous relisez, non? C'est bon? Oui, bah, je crois qu'il y a à peu près tout ce que je voulais dire. De toute façon, je vais y retourner et puis on va faire une buvette participative. Si vous voulez venir, c'est Place Sainte-Anne. Pas de problème. Couvent des Jacobs. Merci beaucoup, ma chère Pour nuit Catherine. debout. Merci infiniment. Merci Caroline Bourgeois. Merci Vincent Gicquel. Merci Sabine. Merci Maëlle d'avoir été à nos côtés. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Bretons pour qu'ils viennent voir cette exposition debout? Juste en quelques mots. Quelques mots, hein. En tout cas, c'est des œuvres qui parlent de tout un chacun, qui sont vivantes, qui sont... parfois, on peut être en bagarre avec elles. Parfois, mais il faut les voir. Parfois calme. Mais en tout cas, c'est une expérience. Et ben voilà, venez vivre cette expérience. Pas avoir peur. Parce et que ne pas souvent, avoir les peur, gens se comme dit disent, Vincent on va Gicquel. pas comprendre. Et encore une fois, c'est ce que je disais à votre collègue. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a que des choses à vivre. Et ben voilà, venez vivre cette expérience au couvent des Jacobins. On se retrouve lundi pour une expérience, justement, nous aussi, inédite. Ce sera une émission en 360 degrés. Passez un très bon week-end. À lundi. Ciao.